Voici Quanzhou, dans le sud-est de la Chine. Et voici Jersey, dans les îles anglo-normandes. Pendant des siècles, Quanzhou a été l'un des plus grands ports de Chine, d'où partaient des navires du nom de Fu, transportant le thé, la soie et d'autres précieuses marchandises vers le reste du monde. Je vais découvrir l'illustre passé de ce bateau emblématique. Ici, en Europe, tout le monde est sur le pont pour larguer les amarres à bord d'une réplique grandeur nature de la mythique Nao Victoria, le premier navire à avoir fait le tour du monde. Je suis pas très rassuré, ça bouge beaucoup par ici. Bienvenue dans Crossing Cultures, explorez avec nous les liens anciens Qui existent entre la Chine et l'Europe. La Chine commerce en empruntant les mers depuis des milliers d'années. Dès l'Antiquité, la route maritime de la soie a constitué un lien vital vers le monde extérieur. Mais le transport de marchandises, notamment celles qui étaient lourdes comme les céramiques, pouvait s'avérer dangereux. Pour réduire le risque, les constructeurs de bateaux chinois ont alors trouvé une solution ingénieuse, le navire Fu, originaire du Fujian. Révolutionnaire, il incorporait pour la première fois la technique de la cloison étanche. Cette innovation allait permettre aux jonques chinoises de résister aux tempêtes les plus violentes et aux mers les plus agitées. C'est le panneau d'écoutille. Les cloisons séparent et renforcent la coque. Il y a des bouchons sous ces caissons étanches. L'eau est dirigée vers ce caisson s'il y a une fuite dans l'une des autres sections. Le capitaine libère alors l'eau. Ah, c'est grand. Des preuves archéologiques montrent que les navires marchands de la dynastie Song, entre le Xe et le XIIIe siècle, comportaient déjà des cloisons. Cette méthode, encore utilisée aujourd'hui, permet d'éviter que la cale ne soit totalement inondée en cas d'accident. Elle facilite aussi le stockage et surtout empêche que la cargaison ne se déplace dans la coque. Autrefois, sur la côte du Fujian, nos ancêtres vivaient sur et au bord de la mer. Les bateaux étaient leur principale source de revenus et leur conception évoluait constamment, depuis les premiers radeaux et canoës jusqu'aux navires Fu, conçus pour les longs voyages. Si le navire Fu a emmené la Chine à travers le monde, la Nao Victoria, elle, a permis d'en faire le tour. En 1519, l'explorateur portugais Fernando Magellan embarquait pour le plus grand voyage maritime jamais entrepris. Parti de Séville à la tête d'une flottille de 5 navires, il avait pour mission, au nom de la couronne espagnole, de trouver une route occidentale vers les Moluques, ou îles aux épices, dans l'Indonésie d'aujourd'hui. Ce fut un voyage exténuant de 3 ans qui a été marqué par des mutineries et des meurtres et qui s'est soldé par sa mort. Cette fois-ci, heureusement, notre voyage est beaucoup plus court. Depuis Jersey, nous prenons la direction du nord, le long de la côte normande, jusqu'au port de Fécamp. Javier, l'ampleur de la tâche pour Magellan et son équipage était tout simplement gigantesque. En quoi est-ce difficile de naviguer sur un tel voilier ? Cela reste difficile de manœuvrer, même aujourd'hui avec un moteur. Et à l'époque, il dépendait uniquement du vent, qui ne permettait de manœuvrer que s'il soufflait de la poupe ou quasiment. Le fouet est également assez difficile à bouger, surtout par mer forte, parce qu'on pousse directement contre les vagues et le courant, et il devait toujours aller chercher les alizés. Après avoir quitté l'Atlantique pour le Pacifique, le commandant portugais réprima brutalement une mutinerie à bord. Mais ce n'était qu'un avant-goût de l'horreur à venir. Dans le vaste océan Pacifique, la famine et le scorbut s'installèrent. L'expédition ne toucha pas terre pendant près de 100 jours. Il est difficile d'imaginer ce qu'était réellement la vie sur ce navire il y a 5 siècles, mais il est certain qu'elle était pleine de dangers. Comment je m'en sors ? Vous vous débrouillez bien.
Les conditions et la vie à bord étaient effrayantes, un peu comme l'ascension que l'on vient de faire. Comment l'équipage a-t-il survécu? En réalité, rares sont ceux qui ont survécu. Le principal problème, c'était le manque d'eau douce et de fruits et légumes frais. Ils ont sous-estimé la taille de l'océan Pacifique et donc ils n'étaient pas suffisamment équipés pour la traverser. Et puis certains d'entre eux ont été piégés, capturés ou tués par des indigènes ou les Portugais. L'expédition finit par atteindre les actuelles Philippines, mais après avoir revendiqué ses terres pour l'Espagne, Magellan fut tué lors d'une bataille avec des tribus locales. Les survivants, menés par le basque Juan Sebastián Elcano, poursuivirent leur route. Ils navigueront seuls sur la Nao Victoria, traverseront l'océan Indien et contourneront le cap de Bonne-Espérance pour regagner l'Espagne, tout en remplissant les cales d'épices sur le trajet. L'histoire semble avoir oublié Elcano, mais c'est lui qui a fait le tour du monde, n'est-ce pas? Oui, et c'est amusant parce qu'il n'était même pas capitaine au début de l'expédition et qu'il a participé à une mutinerie contre Magellan. Il a été promu plus tard alors que l'équipage était de plus en plus réduit. Et dans quelle mesure cette expédition et ce navire en particulier ont-ils changé le monde? Ils ont découvert l'océan Pacifique pour le monde occidental, ils ont ramené de nouvelles épices, des marchandises et des aliments inconnus. Ils ont établi des routes commerciales très importantes et à l'époque, nous prenions conscience de la taille réelle de la Terre. Je pense qu'il s'agit d'une quête tout à fait remarquable. Sur les quelques 250 hommes qui avaient pris la mer à l'origine, seuls 18 revinrent à bord de la Nao Victoria, le seul navire de la flottille restant. Mais ils apportèrent la preuve que notre monde ne fait qu'un, ouvrant la voie à la mondialisation. Autrefois, les navires fous parsemaient les ports de toute la Chine. Mais l'apparition de modèles modernes à coque d'acier allait mettre fin à cette glorieuse époque. C'était sans compter l'initiative lancée en 2020 par Lin Pezong. Avec son équipe, il a entamé la construction d'une réplique grandeur nature de ce navire mythique, datant de l'époque de la dynastie Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle. Je suis marin depuis 9 ans. On m'a transmis la technique qui consiste à créer des caissons étanches. Pour nous qui vivons sur la mer, les navires fous sont notre maison. Mon rêve est de parcourir la route maritime de la soie à bord d'un navire fou. Aujourd'hui, les navires fous sont surtout connus pour les maquettes qui en sont faites. Zhang Gouyi est un maître de cet artisanat ancien et rare. Concernant le nom de navire fou, c'est parce qu'ils étaient construits au Fujian? En partie, oui. Mais c'est aussi parce que le caractère chinois, fou, dans Fujian, signifie bonne chance, d'où le nom. Il est temps pour moi de vous dire au revoir depuis le pont de ce bateau en bois. C'était un aperçu du passé maritime de l'Europe et de la Chine. C'est la fin de cet épisode de Crossing Cultures. Merci de votre attention.